Bonjour, je me présente, mon nom est Alexandre Tellier, donc je dirige un cabinet d'expertise comptable, on est situé à Paris. Alors, juste parce que j'ai des choses qui apparaissent à l'écran, donc je ne sais pas si c'est normal ou pas normal. Voilà. Alors, oui, voilà, donc je dirige un cabinet d'audit et d'expertise comptable, on est une dizaine de personnes, et donc j'interviens moi régulièrement sur des opérations de transmission. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant d'animer cette matinale aujourd'hui, parce que, en fait, moi, j'interviens assez régulièrement. Donc, à Paris, il y a la CCIP, il y a une structure qui s'appelle le CRA Formation, qui ont des formations pour les repreneurs d'entreprises auxquels j'interviens régulièrement sur les thématiques du business plan et de l'évaluation et de la recherche de financement. Ce que je souhaitais, c'était effectivement euh, présenter cette matinée en fait comme un retour d'expérience. Un retour d'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on verra ensemble ce matin, ça sera forcément un petit peu subjectif, un petit peu partial. Ça se voudra pas non plus exhaustif, bien sûr. Hein, ça n'aura que la valeur d'un retour d'expérience. Mais valeur de retour d'expérience de quelqu'un qui accompagne régulièrement soit des acheteurs sur toute la phase de rachat d'entreprise, soit qui accompagne des cédants. Alors, ce que je vous propose concernant le sommaire hein, du temps qu'on va passer ensemble ce matin, c'est d'abord qu'on commence par un constat. Un constat, on verra, de ce que je vois, moi, souvent, comme rôle qui est attribué à l'expert comptable dans l'accompagnement des cédants. Parce que Frédéric l'a dit en introduction, en fait, moi, la façon dont j'ai choisi d'animer cette matinée, le sujet que j'ai choisi, enfin la façon dont j'ai choisi de l'aborder, euh, c'est le rôle de l'expert comptable dans la phase opérationnelle de la session. Ça veut dire que ce qu'on verra pas ce matin, ça sera toute la phase d'accompagnement et d'optimisation fiscale et patrimoniale. Ça fait partie de l'ADN des experts comptables et beaucoup d'experts comptables sont très bien positionnés sur ce type de mission. L'idée ce matin, c'était d'aborder ça sous un angle peut-être un petit peu plus novateur, je ne sais pas, peut-être un petit peu plus original, qui est, mais quel peut être le rôle de l'expert comptable dans la phase opérationnelle de la transmission? La phase opérationnelle de la transmission, qu'est-ce que j'entends par là? C'est euh, j'ai un cédant, j'ai un client, il veut céder sa boîte, et comment est-ce que je peux l'accompagner de la stratégie de cession à trouver un acquéreur, à négocier avec l'acquéreur et ensuite à participer à l'élaboration de la documentation juridique. Donc, on commencera par un constat, hein, ce que je vois, moi, dans mes missions, quand j'accompagne des acheteurs ou des cédants. Euh, on verra parce que c'est important de raisonner en termes de stratégie. Globalement, quelle est la démarche globale quelles sont les principales étapes d'une session quand on accompagne son client qui est cédant. Ensuite, là, on sera plus encore sous la forme de constat. On parlera évidemment d'évaluation parce que quand on accompagne son cédant, on l'accompagne dans l'évaluation de son entreprise. Mais là, l'idée, ça sera d'aborder ce sujet à travers quelques angles d'attaque, mais pas de parler d'évaluation d'une façon générale. Après, on a dit qu'on pouvait accompagner un cédant pour trouver un acheteur. La première étape, en tout cas l'étape suivante après l'évaluation, c'est de faire ce qu'on appelle un dossier de présentation et on verra comment on le prépare et comment on le fait vivre, ce dossier de présentation. Ensuite, on rentrera dans le dur du sujet, hein, définition du profil d'un acquéreur, recherche d'un acquéreur. Ensuite, une fois qu'on a trouvé l'acquéreur, on va négocier avec lui, enfin l'acquéreur potentiel, donc des acquéreurs potentiels, comment on négocie avec eux, comment ça se passe.
Et cette négociation aboutit forcément à, ensuite à une documentation juridique. Et ensuite, on terminera en évoquant la rémunération des principaux acteurs de la transmission d'entreprise. J'accompagne un cédant dans cette phase opérationnelle de transmission d'entreprise. Globalement, comment est-ce que ça se rémunère? Alors, c'est vrai que cette façon d'aborder le sujet, en tout cas moi, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant d'animer aujourd'hui quand le comité a proposé ce sujet, parce que c'est un sujet un petit peu novateur, mais qui est prévu. Alors, ce qui apparaît à l'écran, c'est un petit peu moche, hein, mais j'ai vraiment voulu vous montrer que tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on verra, c'est prévu par une lettre de mission. Et donc là, ce que j'ai fait, je me suis contenté de faire un copier-coller des modèles types des lettres de mission qui apparaissent sur les sites de l'ordre, où on voit bien que la mission d'accompagnement de l'expert comptable à la transmission d'entreprise, elle est prévue par l'ordre. Il y a un modèle de lettre de mission. Et ce que j'ai fait également, je ne vais pas détailler tout ça maintenant parce que on le fera tout à l'heure, mais ce qu'on voit, c'est que tout ce qu'on va évoquer maintenant, le dossier de présentation, la recherche d'acquéreur, la négociation, l'accompagnement à la documentation juridique, c'est prévu. On a des lettres de mission type, des modèles de lettres de mission type qui sont prévus pour ça. Donc, j'insiste fortement là-dessus. Tout ce qu'on va être amené à se dire, c'est prévu, c'est dans nos modèles de lettres de mission. Alors ensuite, bon, je vous l'ai dit, cette présentation, pour moi, c'est vraiment un retour d'expérience. Donc, un retour d'expérience, ça veut dire que ça n'a pas valeur, évidemment, d'études de marché. C'est forcément un petit peu subjectif et un petit peu partial. Mais ce que je vois, moi, dans beaucoup de dossiers, quand j'accompagne des acquéreurs, là, j'en parle quand je suis côté acheteur. Ce que je vois, moi, quand je suis côté acheteur, c'est que, alors effectivement, bien souvent, l'expert comptable, il va être présent pour l'optimisation fiscale et patrimoniale. Ça, on le voit, je l'ai dit, c'est dans notre ADN. Et moi, quand je suis côté acheteur, quand je vois l'expert comptable, bien souvent, il va être là pour apporter des précisions techniques sur les comptes, pour apporter de la documentation, mais il ne va pas être là dans les phases qu'on vient d'évoquer et qui sont prévues dans la lettre de mission, c'est-à-dire pour faire un dossier de présentation, pour trouver un acquéreur, pour négocier avec lui. Et moi, ce que je vois, c'est que bien souvent, l'expert comptable, il est absent des phases suivantes. Alors, évaluation, ça peut paraître un peu bizarre, mais bien souvent, ça va être, on va en parler tout à l'heure, ça va être des intermédiaires qui vont faire l'évaluation, ou parfois c'est le cédant lui-même. En tout cas, voilà, l'expert comptable peut être présent là, mais pour tout ce qui est définition d'un profil d'acquéreur, recherche d'un acquéreur, négociation avec un acquéreur pour optimiser les conditions de cession de l'entreprise, là, je dois reconnaître que quand je suis côté acheteur, en face de moi, pour négocier entre l'acheteur et le vendeur, j'ai assez peu souvent un expert comptable en face de moi. Et souvent, qui je vois, je vois bien souvent, ça va être soit les intermédiaires, soit bien souvent, ou alors on peut avoir des départements FUSAC des banques. Voilà. Donc moi, c'est les principaux interlocuteurs que je vois qui accompagnent les cédants dans la démarche opérationnelle. On est bien d'accord, pas dans l'optimisation fiscale et patrimoniale, mais pour optimiser les conditions de la cession de l'entreprise. Bien souvent, qui je vois en face de moi, ça va être des intermédiaires. Donc les intermédiaires, ils font ce que je mets là. Ils font bien souvent les prestations suivantes. C'est évaluation, recherche d'acquéreur, dossier de présentation, la négo. Voilà. Et ce qu'il faut bien reconnaître, quand je les ai en face de moi, alors je suis conscient que je fais beaucoup de généralités et que ce que je dis là n'est pas vrai évidemment dans chacun des cas, mais c'est vrai en tout cas dans la plupart des cas que je vois. Bien souvent, les intermédiaires, il faut le reconnaître, ils jouent leur carte.
et ils ne sont pas là pour mettre en avant le rôle de l'expert comptable et ce qu'il pourra apporter à son client et ce qu'il pourra apporter à son process de cession. Bien souvent, ils vont reléguer l'expert comptable à un simple rôle technique, à un fournisseur d'informations financières ou fiscales, sociales, et voilà, mais pas le mettre en avant. Et c'est normal parce que c'est l'intermédiaire qui pilote entièrement le process de cession et qui ensuite va être rémunéré en fonction de tout ce qu'il aura fait dans le process de cession. Donc moi, bien souvent, ce que je vois, c'est que l'expert comptable, il est absent d'un moment fort de la vie de son client. Hein. Parce que ce que j'appelle un moment fort, et ça, c'est pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est quand on est une négociation, quand on est une table de négociation avec son client vendeur, qu'en face, on a un acheteur et que il y a des moments difficiles dans la négociation. Et là, il y a des charges émotionnelles pour nos clients qui sont très fortes. Charges émotionnelles très fortes parce qu'ils se rendent compte à travers ces négociations que quelque part, c'est leur vie d'après qui est en train de se préparer, qui est en train d'être là, qui commence à toucher du doigt. Et puis, très fort parce que il se pose la question de est-ce que le process il va aller jusqu'au bout, est-ce qu'il va y aller dans de bonnes conditions pour moi. Et moi, je le vois là, on crée des liens, il y a vraiment des liens assez forts qui se créent avec ses clients à ce moment-là. Et pour moi, bon, là encore, ce que je dis est un petit peu partial, hein, bien sûr, mais pour moi, être présent pour simplement donner de l'information financière au client, à un acheteur potentiel, donner son dossier de travail à l'acquéreur, au conseil de l'acquéreur pour l'audit, pour moi, c'est pas ça accompagner son client. Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, on va être là, on va jouer son rôle, on va donner de l'information à un acquéreur qui a besoin de se faire une idée sur un dossier. Mais pour moi, accompagner son client, c'est pas ça. Donc, l'expert comptable, bien souvent, en tout cas, moi, de ce que je vois, il est absent d'un moment fort de la vie du client. Et puis, il est également absent, on parlera rémunération tout à l'heure, mais il est absent d'une mission à forte valeur ajoutée. On verra tout à l'heure la rémunération, mais on est sur des montants qui, bien souvent, ont absolument rien à voir avec ce qu'on peut être amené à facturer sur les missions traditionnelles. Et on verra, en tout cas, j'espère qu'on pourra le voir à l'issue de cette présentation. Il manque peu de choses, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il manque très peu de choses aux experts comptables pour être présent vraiment sur ce type de mission. Quand je dis pour y être présent, c'est pour jouer le rôle, sans être intermédiaire bien sûr, mais c'est pour jouer le rôle que beaucoup de cabinets d'intermédiation jouent à ce jeu. Alors, ce que j'ai fait là, bon, je ne le commenterai pas hein, parce que c'est un tableau, ça apparaît sur vos écrans, c'est encore plus compliqué à lire que quand ça apparaît sur un grand écran, évidemment. Mais on l'a dit tout à l'heure, en fait, quand on parle de session, on parle avant tout de stratégie. Hein. Une session, c'est d'abord une stratégie qu'on va mettre en place, hein, parce qu'on peut parler de stratégie fiscale, on peut parler de stratégie patrimoniale, mais on peut aussi parler de stratégie dans la démarche opérationnelle de session. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai mis globalement, quand je suis vendeur, quelles sont les différentes phases qui m'attendent, quelles sont les différentes étapes qui m'attendent dans la phase opérationnelle. Et j'ai comparé ça avec la démarche de l'acquéreur parce que quand on parle de stratégie, c'est où est-ce que j'en suis, quelles sont les étapes qui m'attendent, comment est-ce que je peux les préparer au mieux. Mais j'ai en face de moi un acheteur et cet acheteur, où est-ce qu'il en est dans son process et quelles sont les étapes qui lui l'attendent. Voilà. Donc, si je veux vraiment raisonner en termes de stratégie et donc d'anticipation, il faut que je maîtrise bien, moi, quel est le process qui m'attend, mais également la personne qui est en face de moi, où est-ce qu'elle en est dans son process. Et comme ça, ça permet effectivement de faire une évaluation et plus qu'une évaluation, un package intelligent. Ça permet ensuite de faire son dossier de présentation et là, de chercher les acquéreurs et ensuite de négocier avec eux avant de passer à la partie, on va dire, documentation juridique de cet accompagnement. Je passe rapidement là-dessus, vous aurez le support
mais c'est un petit peu fastidieux de commenter un tableau, surtout que ce que j'ai mis là, c'est les différentes phases opérationnelles qu'on va être amené à commenter. Juste quand même, comme on est en train de parler de stratégie, moi ce que je vois généralement, en fait, c'est que il y a globalement, grosso modo, il y a deux types de process dans lesquels vont s'articuler les différentes phases qu'on vient de voir. Il y a des process qui sont des process plutôt, moi ce que j'appelle encadrés, un petit peu verrouillés. C'est-à-dire que on va définir un calendrier précis et on va dire à des acquéreurs, voilà, de telle date à telle date, on vous communique des informations. Passé telle date, on vous communique plus d'informations, mais dans les 15 jours qui suivent, là, vous devez nous communiquer une LOI. LOI, l'aide d'intention. Donc, vous devez nous communiquer une LOI. Ensuite, nous, quand on a les LOI, on va les regarder, on se laisse 10 jours pour les regarder, et à l'issue de cette étude, et ben là, on sélectionnera 2 ou 3 repreneurs potentiels avec qui on continuera à discuter. Et à l'issue de ces discussions qui s'arrêteront à telle date, et ben là, on choisira un acquéreur avec qui on ira jusqu'au protocole et ensuite, on l'espère, jusqu'au closing. Et donc, ça veut dire que dès le départ, on va faire apparaître un peu dans notre cahier des charges les éléments qu'on voudra voir dans la LOI, sur laquelle on viendra tout à l'heure. Donc, il y a ce type de process qui est plutôt encadré. Ou alors, il y a, moi, ce que j'appelle un process au fil de l'eau. On va mettre le dossier sur le marché et puis on va discuter au fur et à mesure des repreneurs potentiels qui s'intéressent au dossier. Et puis le dossier, en fait, il restera ouvert tant que on n'aura pas trouvé quelqu'un d'intéressant avec qui, en tout cas, verrouiller un peu plus le process. Et donc, dans ce cas-là, on fermera pour les autres. Voilà. Donc, globalement, les phases qu'on vient de voir là dans le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, elles peuvent s'articuler avec des process qui sont plutôt un petit peu verrouillés ou plutôt ouverts. Alors, l'évaluation, moi j'ai choisi de l'aborder pas juste à travers en disant tiens, on va évaluer pour dire que la boîte elle vaut 107,5. Pour moi, évaluer, c'est pas juste poser un chiffre, dire tiens, la boîte elle vaut 107. C'est évaluer, c'est construire un package qui va être proposé à un acquéreur, de dire voilà moi ce que je vois, ce que je veux voir apparaître dans votre proposition que vous allez me faire dans la lettre d'intention qui va venir. Donc, évidemment, ça va être un prix, c'est évident, mais ça va être aussi tout ce qui est dividende ou à se verser avant au niveau de trésorerie qui est laissé dans l'entreprise. On doit avoir les idées très claires sur le sujet, ça va faire partie du prix. Tiens, il y a des membres de la famille qui peuvent travailler dans l'entreprise, et on se met bien d'accord avant, il reste pas, voilà le montant de leur indemnité de départ, et puis comment est-ce que ça va jouer sur le prix. Il peut y avoir le cédant peut être propriétaire des locaux, ensuite les locaux, je les mets en vente, je les mets pas en vente. Si je les mets en vente, est-ce que je suis prêt à négocier le loyer ou pas? Est-ce que je vais demander à repartir de zéro et à faire un nouveau bail qui recommencera le jour de la cession? Et ensuite, j'ai mis des points de suspension. Donc voilà, donc on est bien d'accord. Aujourd'hui, moi, quand je parle d'évaluation, je ne vais pas parler d'évaluation d'une façon théorique en disant tiens, monsieur l'expert comptable, je viens vous voir, je voudrais savoir combien vaut mon entreprise. Moi, ce que je vais évoquer aujourd'hui, c'est l'évaluation dans le cadre d'une transaction. Il y a un acheteur d'un côté, il y a un vendeur de l'autre. À combien on pense que ça peut partir? Et puis, quel est le package? En fait, pour moi, quand on est dans des transactions, l'évaluation, ce n'est pas juste poser un chiffre, c'est définir une enveloppe financière globale. Et ensuite, il y a une proposition qui s'articulera dans cette enveloppe financière globale et elle s'articulera entre le prix, je ne referai pas ce qu'on vient de voir, et ça s'articulera aussi entre, évaluer, c'est aussi anticiper une articulation de prix qui sera peut-être proposée par l'acquéreur. Et donc, c'est dès le départ, on parlait tout à l'heure de stratégie et d'anticipation, c'est dès le départ, avant de mettre en vente le dossier, il faut savoir dire à son client, bon écoutez, là, compte tenu du prix que vous souhaitez,
eh ben, vous êtes peut-être un petit peu haut de fourchette. Donc, puis compte tenu de la période qui est un peu compliquée en ce moment, eh ben, il y aura peut-être des acquéreurs potentiels qui vous proposeront un complément de prix. Il y en a peut-être d'autres qui proposeront un crédit vendeur. Il y en a peut-être d'autres qui demanderont à être. Il y en a peut-être d'autres qui demanderont. Je ne sais pas comment enlever ça. J'ai un truc qui apparaît à l'écran. Je suis désolé. Comment on fait pour enlever ça? Je vais le mettre là. Donc, il y en a peut-être d'autres qui demanderont à ce que le cédant participe au capital de la holding. Donc, voilà, donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faut savoir anticiper et il faut les anticiper au moment de l'évaluation. Alors, toujours. Ah, alors. Alors, je suis désolé. Voilà, ça marche. Donc, toujours pour l'évaluation, je passerai rapidement là-dessus. Hein. J'ai essayé d'éviter ce qui est un peu trop bateau, mais pour évaluer, ce qu'il faut, c'est d'abord faire un bon diagnostic. On ne le répétera jamais assez. Évaluer, c'est d'abord faire un diagnostic, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Même si tout ça, ça paraît très académique, je pense qu'il faut vraiment le répéter, qu'on ait bien tout ça en tête, parce que moi, je vois trop d'évaluations où il n'y a quasiment pas de diagnostic et on n'a que des chiffres. Et c'est pour ça, là, je me suis permis de faire un tout petit peu de pub, mais bon, ça reste entre nous, donc je pense que ce n'est pas un problème. On n'est pas habitué à faire des diagnostics stratégiques. Ben, dans ce cas-là, formez-vous à la SPOREF. Je mets à la fin de la présentation 2 ou 3 formations qui sont faites à la SPOREF, qui sont vraiment très bien faites et où on a des outils opérationnels pour pouvoir faire un diagnostic stratégique qui ensuite permettra de faire une évaluation pertinente. Mais une évaluation sans avoir fait auparavant un diagnostic, c'est pas une évaluation. Et après, de toute façon, on le verra, c'est le diagnostic qui va nous permettre de faire un bon dossier de présentation. Alors, je passe rapidement parce que là, on le sait, mais on a bien vu, hein, quand on évalue, c'est d'abord un diagnostic, un bon diagnostic. Diagnostic, ça ne veut pas dire qu'on va envoyer une armée de conseils en stratégie pendant 3 semaines dans l'entreprise. Hein. Ça veut dire qu'avec quelques outils simples et opérationnels, on arrive effectivement à bien voir à faire ces matrices SWOT ou d'autres éléments, mais qui permettent de faire quelque chose de très pertinent. Et donc, on le sait, mais ça va toujours bien de le dire, le calculatoire sur lequel le calculatoire, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne de l'évaluation. C'est-à-dire que ce qui va étayer le calculatoire, c'est vraiment le diagnostic qu'on a fait là. Et donc, c'est le dernier maillon, mais qu'il faut cependant très bien maîtriser. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, pour moi, enfin, je pense, bannir les logiciels d'évaluation. Parce que le problème de ces logiciels d'évaluation, qui techniquement sont plutôt bien faits, c'est que bien souvent, ils donnent une valeur technique et pas une valeur de marché. Une valeur de marché, c'est quoi? Une valeur de marché, c'est ce qu'un vendeur est prêt à accepter, c'est ce qu'un acheteur est prêt à payer et ce qu'une banque, elle est prête à financer. Et le problème de ces logiciels, ça ne va pas appréhender la valeur de marché, ça va plutôt appréhender des valeurs techniques. Et moi, je le vois bien, c'est vrai qu'ils sont bien faits, ces logiciels. Hein. Vous arrivez à la dernière page de la conclusion. Première partie de la conclusion, ça vous dit combien vaut l'entreprise en fonction de 8 à 10 méthodes. Et deuxième partie de la conclusion, au choix, ça vous fait soit une moyenne, soit une fourchette. Les moyennes, je suis toujours assez sceptique parce que faire des moyennes de méthodes hétérogènes, je pense qu'à un moment donné, il faut choisir son camp. Hein. Est-ce qu'on est plutôt dans du patrimonial? Est-ce qu'on est plutôt dans de la rentabilité? Les fourchettes, c'est très bien, mais l'autre jour, je lis un rapport et on me marque que la valeur de l'entreprise, elle peut être entre 4 et 6 millions d'euros. Alors, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça veut dire quoi? Je suis acheteur, ça vaut 4,
je suis vendeur, ça vaut 6, et puis donc, on va toper à 5. Là, je pense qu'il y a un vrai problème de crédibilité. Et puis, 8 à 10 méthodes, moi, ce que je vois souvent, c'est que ceux qui font des rapports et qui font apparaître 10 méthodes en dernière page de la conclusion, c'est très, très, très rare d'avoir quelqu'un qui va maîtriser dans le détail du détail du détail les 10 méthodes qui apparaissent dans la dernière page de conclusion. Et donc, si on ne sait pas défendre ces 10 méthodes qui apparaissent dans la conclusion, ça veut dire qu'on est un peu mal à l'aise pour accompagner son client. Alors, pour terminer sur l'évaluation, là, je fais un constat. Alors, là encore, quand on va parler d'évaluation, je parle, moi, de ce que je connais, c'est-à-dire une évaluation dans le cadre d'une transaction, quand il y a un acheteur, quand il y a un vendeur, on va se poser la question de à combien ça peut partir. Et moi, ce dont je sais parler, ce sont les PME, les TPE qui vont faire entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les autres sociétés, je ne sais pas en parler. Donc, moi, ce que je vois, c'est que dans le cadre de transactions, c'est la méthode des multiples qui est la plus fréquemment employée et que c'est un langage commun des acteurs de la transmission d'entreprise. Alors attention, je ne suis pas là pour dire il y a une méthode et puis elle est mieux et puis il y en a une autre, elle est moins bien. C'est absolument pas un jugement de valeur que je suis en train de faire là. Mais l'idée aujourd'hui, c'était en tout cas d'essayer d'apporter des outils opérationnels ou en tout cas de faire part d'une expérience concrète et opérationnelle. Et moi, dans tous les dossiers que je vois, quand j'accompagne mes clients, et on en fait quand même un certain nombre chaque année, dans tous les dossiers que je vois, donc sur des boîtes qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans le cadre d'une transaction, le langage commun des acteurs de la transmission, c'est de parler en multiples. Et ce dont je m'aperçois également, c'est que les notions, la décomposition entre valeur d'entreprise, valeur des titres, ce n'est pas toujours très maîtrisé par nos interlocuteurs, par nos clients. Donc là, soyons le plus pédagogue possible. Là encore, un petit coup de pub. Vous n'êtes pas à l'aise pour évaluer, il y a l'Est4F qui fait des très bonnes formations d'une part, et d'autre part, pour moi, moins on est à l'aise et plus on a de raisons justement de ne pas utiliser les logiciels d'évaluation parce qu'ils vont vous sortir des techniques que peut-être vous ne maîtrisez pas. Donc là, c'est encore plus dangereux de les utiliser quand on n'est vraiment pas à l'aise parce que ça donne un effet de boîte noire. Et après, le problème, c'est que le client, lui, il va se servir de cette évaluation presse-bouton qui aurait été faite pour aller peut-être trouver des acquéreurs. Et donc, si dans cette évaluation, on a surtout le résultat de méthodes qui vont donner une valeur technique et pas une valeur de marché, là, le client derrière, il est un petit peu embêté. Alors, une fois qu'on a évalué, là, on peut faire le dossier de présentation parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le dossier de présentation, c'est vraiment la suite logique de l'évaluation. Le dossier de présentation, ce n'est pas du tout un dossier normé. Et j'allais dire, on n'est pas vraiment formé à ça. C'est-à-dire que on est formé, on peut être formé effectivement à faire des évaluations parce que l'évaluation, il y a des techniques, il y a un savoir-faire, il faut faire vivre ces techniques, mais globalement, c'est cadré. Le dossier de présentation, ce n'est pas du tout cadré. Bon, ceci dit, maintenant, avec toutes les présentations qu'on est amené à faire sur des beaux PowerPoint à nos clients pour des bilans, pour des prévisionnels et autres, on a quand même, je pense, des bonnes bases pour faire les dossiers de présentation. Le dossier de présentation, en fait, ça sert à quoi? Le dossier de présentation, c'est ce qui va être communiqué aux acquéreurs potentiels pour qu'ils se fassent une idée sur le dossier et que pour petit 1, ils décident de se positionner ou pas. Et petit 2, qu'ils disent, OK, je me positionne à tel ou à tel prix. Alors, en fait, je parle de dossier de présentation. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, il y a deux étapes quand on parle de dossier de présentation. Il y a d'abord le teaser et ensuite il y a le dossier de présentation. Le teaser, c'est quoi? Le teaser, ça va être un document très synthétique qui tient sur une page, qui est complètement anonyme et qu'on va envoyer à des acquéreurs potentiels.
Donc, on envoie le teaser à l'acquéreur potentiel et l'acquéreur potentiel, là, on va lui dire, voilà, j'accompagne tel client, le dossier il est en vente, vous avez sur ce teaser les principales caractéristiques. Est-ce que vous souhaitez aller plus loin ou pas? Si l'acquéreur potentiel dit « Ah bah ouais, je souhaite aller plus loin », là, on lui envoie un accord de confidentialité et sur lequel n'est pas forcément marqué le nom du dossier, parce que sinon, c'est trop facile. Il dit « Oui, oui, je suis intéressé ». Il a un accord de confidentialité sur lequel il y a marqué le nom de la boîte qui est en vente et puis il ne renvoie pas l'accord de confidentialité et comme ça, au moins, il sait qui est en vente. Donc, ce qu'on fait sur l'accord de confidentialité, on va mettre un nom de code. Donc, on met un nom de code qui n'est pas le nom de la société. Et ensuite, quand on envoie le dossier de présentation à l'acquéreur potentiel, et ben là, il y a, sur le dossier, il y a le nom de code, puis évidemment, il y a le nom de la société. Et moi, ce que je fais, même le dossier de présentation, je le scinde en deux. Je fais un dossier de présentation qui va être relativement synthétique, et puis un dossier de présentation qui va être un petit peu plus complet. Et donc, l'idée, c'est de dire aux acquéreurs, voilà d'abord un dossier de présentation synthétique, une fois qu'ils ont signé l'accord de confidentialité, bien sûr. Et si vous voulez aller plus loin, avoir encore un petit peu plus d'informations que ce qu'on vous a mis là, et vous aussi, il faut me donner des informations sur votre société. Donc, moi, c'est très fréquemment que je demande aux acquéreurs potentiels, je vais leur demander leur bilan, leur état de trésorerie, enfin, différents éléments qui font que on ne se met pas tout à fait sur un pied d'égalité dans la transmission de l'information, mais quand même, il n'y a pas juste le cédant qui est en demande, en attente d'une proposition éventuelle, mais il y a aussi l'acquéreur potentiel qui mouille un peu la chemise. C'est-à-dire que, en fait, le cédant, pour que l'acquéreur se fasse une idée, va donner quand même des informations assez intimes, ses comptes, tout un tas d'éléments. Et donc, l'idée, c'est que l'acquéreur potentiel, lui aussi, se dévoile un petit peu. Alors, une fois qu'on a évalué, qu'on a fait son dossier de présentation, on va définir le profil d'acquéreur. Pour moi, l'expert comptable, il est très bien placé pour définir le profil d'acquéreur parce que il connaît bien l'entreprise, il connaît ses points forts, ses points faibles, il connaît ses comptes, il connaît bien son client, il connaît bien le dirigeant. Donc, il doit normalement savoir vers quel type de personne on peut s'orienter pour entamer une négociation. Donc, avec le cédant et l'expert comptable et son cédant, son client, ce qu'on va faire, c'est on va définir un profil d'acheteur narcisse orienté. Ça, pour moi, c'est essentiel parce que tout à l'heure, on parlait d'anticipation. Ce qu'il faut, c'est viser juste. C'est-à-dire que la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux aller vers une personne physique ou vers une personne morale? Ou peut-être vers les deux. Je dis ça parce que moi, le nombre d'annonces que je peux voir, dans lesquelles, résultat, même retraité, on va être à 0+, et puis prix souhaité 1 million, 2 millions. Là, il ne faut pas aller vers les personnes physiques quand on a ce type de dossier. Parce qu'une personne morale va pouvoir être intéressée parce que elle peut peut-être déménager tout le monde, donc pof, elle se passe d'un loyer. Elle peut peut-être économiser quelques personnes à l'administratif. Elle peut peut-être remplacer le chef d'atelier. Bref, elle va dégager des synergies. Une personne physique, elle a besoin de tout le monde, elle a besoin des locaux. Donc, si la boîte gagne 0, comment est-ce qu'elle rembourse l'emprunt? Est-ce qu'on va s'orienter vers un concurrent, un client, un fournisseur? Enfin bref, c'est les questions qu'il faut se poser, vers qui on va s'orienter. Il faut aussi se poser la question, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, de la surface financière de l'acquéreur. C'est-à-dire de dire, tiens, compte tenu du prix que je souhaite avoir de ma boîte, qu'est-ce qu'il faudrait comme apport pour que l'acquéreur soit bien positionné sur le dossier? Et là, je me suis permis de mettre attention au raisonnement standard sur les pourcentages d'apport. Parfois, j'entends des phrases un peu toutes faites, même de la part de certains intermédiaires. Quand j'accompagne des acheteurs, parfois j'ai des intermédiaires en face de moi donc, qui sont côté cédant et qui me disent « Bon, votre client, il a 30%, il a 40%, bon, les banques avec ça, elles vont suivre. » Et c'est n'importe quoi de dire ça.
La question, c'est pas de savoir si il faut avoir 30 ou 40% d'apport. La question, c'est de savoir que si on a 30 d'apport, on va emprunter 70. Et donc, la question qui se pose, c'est la boîte, compte tenu de son résultat et de sa CAF retraitée, j'insiste bien sur le mot retraité, avec la CAF retraitée, bah, et sans tirer de plan sur la comète, est-ce qu'elle a la capacité à rembourser les 60 à 70% qui vont être financés par emprunt? Il est là le sujet. Et c'est là que c'est quand même important, même quand on accompagne des cédants, d'avoir une bonne vision des mécanismes de financement de la reprise d'entreprise. Parce que moi, je vois, il y a beaucoup de cédants, donc beaucoup de chefs d'entreprise, qui ont parfois une histoire un petit peu, je dirais pas douloureuse, mais un petit peu compliquée avec leur banque, qui les a peut-être pas toujours suivis au moment où il fallait vendre la boîte. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dispositifs de financement pour la transmission, pour l'acquisition d'entreprises sont complètement différentes des autres schémas de financement. C'est-à-dire, et moi je le vois actuellement, hein, là actuellement j'accompagne des acheteurs, on est ou on a été il y a peu de temps sur des recherches de financement, et les financements, en tout cas pour l'instant, en ce moment, il y en a. Donc les banques, elles continuent à financer. Donc ce qu'il faut, c'est bien connaître les mécanismes de financement de la transmission d'entreprise. Il y a avec le BPI des mécanismes de garantie des prêts. Il y a toujours avec BPI le CDT, le contrat de développement transmission, qui permettent aux banques de réduire leur exposition au risque en ayant avec le CDT BPI comme financeur et qui en même temps ne va pas demander à partager les flux. Voilà. Donc, je pense que pour bien accompagner son cédant dans la recherche d'un acquéreur potentiel, ce qu'il faut, c'est surtout pas avoir d'idée toute faite sur la façon dont les banques financent et bien comprendre comment les banques financent la transmission d'entreprise pour ensuite essayer de ne pas avoir des raisonnements biaisés sur ce que les banques financent ou financent pas. La recherche d'acquéreur, bah en fait, la recherche d'acquéreur, concrètement, comment on va s'y prendre? Bah, la recherche d'acquéreur, en fait, ça va combiner 3 phases. Donc, ça combine 3 phases. La première phase, c'est moi ce que j'appelle la recherche active. Ça peut être une prise de contact avec des acquéreurs potentiels préalablement identifiés par nos clients, par les cédants. Donc, comment ça se passe? Bah, moi, quand j'accompagne un client à la session, mon client va me dire bah, tiens, Alexandre, voilà une liste de boîtes dont je pense qu'elles pourraient être intéressées, en tout cas, pour regarder le dossier. Ça peut être des boîtes qui sont dans leur cercle proche ou qui sont, on va dire, un deuxième ou qui font partie du deuxième ou troisième cercle. Donc là, l'idée, c'est de les contacter en leur envoyant le teaser qu'on a évoqué tout à l'heure et puis en déroulant le process qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein. On peut les contacter, on a leur adresse email, on les contacte sur LinkedIn. Enfin, il y a tout un tas on peut avoir leur numéro de téléphone. Voilà. Et moi, ce que je fais, et là, il faut avoir un peu d'outils, d'études de marché et autres. Ce que je fais également, je prends bien connaissance du marché et je peux être amené à compléter la liste de mon client en disant, bah, tiens, compte tenu du secteur dans lequel vous êtes, on peut peut-être aller voir un tel et un tel. Donc ça, c'est une phase de recherche active dans laquelle on va contacter directement des entreprises de façon anonyme et confidentielle, hein, bien sûr, pour leur présenter le dossier. Deuxième étape, évidemment, on peut être amené à activer son réseau de partenaires. Quand je dis réseau de partenaires, c'est un bien grand mot. On va aller voir des banques, peut-être des banques d'affaires. Et là encore, banque d'affaires, c'est des grands mots. Hein. On ne va pas aller voir Lazare, hein, mais des banques d'affaires, il y a tout un tas de petites boutiques entre 1 et 3 associés. Puis voilà, ils sont dans la transmission d'entreprise. On va aller voir des conseils acheteurs. C'est des gens qui accompagnent hein, des acheteurs potentiels qui sont chargés de leur trouver des dossiers. On peut aller voir aussi, je vais bien que j'ai mis ça moi dans ce que j'appelle la recherche passive. Donc, on a une recherche active, on prend des contacts, on va activer son réseau de partenaires. Et puis, la recherche passive, ça va être effectivement, on va mettre des annonces en ligne. Bon, le site le plus connu, hein, c'est Fusac, de toute façon. Alors, Fusac, il faut faire attention à ne pas laisser l'annonce trop longtemps parce que ça peut décrédibiliser le dossier. Donc, Fusac, moi, je mets des annonces sur Fusac, mais il ne faut pas que ça dure et que ça reste trop longtemps sur Fusac. Voilà. Et puis, je parlais de la chambre de commerce, je parlais du CRA.
La chambre de commerce est intervenue il y a quelques mois à une des dernières matinales avec sa responsable là, du service transmission d'entreprise. Et moi, il y a un dossier que j'ai accompagné à la vente, c'était en décembre dernier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait que ça, hein. J'ai fait toutes les démarches combinées là, mais j'ai entre autres contacté la chambre de commerce. Je leur ai dit voilà, j'ai un dossier. Est-ce que vous, dans les repreneurs que vous accompagnez, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce dossier? Et ensuite, ils rediffusent leur dossier parmi le nombre, le lot des acquéreurs qu'ils accompagnent. Voilà. Donc voilà, la recherche d'acquéreurs, c'est une recherche assez active, qui demande un petit peu de temps, mais qui est assez sympa, qui est assez intéressante. Et moi, je vois juste pour terminer là-dessus, pour l'avoir fait il y a peu de temps, je le fais régulièrement. Alors, chaque fois, je dis que je suis étonné, mais au bout d'un moment, je ne le suis plus. Là, j'ai accompagné, c'était en décembre, heureusement que c'était en décembre d'ailleurs et que ça arrivait assez tôt. J'ai accompagné à la session une boîte qui était dans le domaine de la formation. Et on a été amené à discuter, et c'était une boîte, je ne donnerai pas le chiffre d'affaires, mais en tout cas, voilà, c'était pas une ETI. Et on a été amené à discuter avec des très gros du secteur. Hein. Vraiment, par ces biais-là, on peut rencontrer vraiment des gros acquéreurs potentiels. L'assistance à la négociation, c'est quoi? L'assistance à la négociation, ce qu'il faut savoir, c'est que on fait un dossier de présentation, c'est bien, mais le dossier de présentation, ce n'est pas toujours suffisant. On va peut-être faire une data room, c'est bien, mais la data room, c'est peut-être pas toujours suffisant pour que l'acquéreur potentiel se fasse une idée pour qu'il instruise intelligemment son dossier. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être, en dehors de la data room, en dehors du dossier de présentation, communiquer des informations financières supplémentaires aux acquéreurs potentiels. Et là, il y a vraiment un équilibre à trouver parce que moi, bien souvent, j'entends oh là là, avant que la LOI soit signée, faut communiquer très peu d'informations parce que sinon, vous comprenez, la boîte, ils vont avoir trop d'informations. Alors, c'est pas faux. Communiquer trop d'informations, ça peut être préjudiciable à la cible. Ce qu'on appelle la cible, hein, c'est la boîte qui envoie. Donc, communiquer trop d'informations, ça peut être préjudiciable à la cible. Mais à l'inverse, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ne pas communiquer assez d'informations, c'est aussi préjudiciable à la cible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La LOI, hein, on le sait, ce n'est pas une promesse d'achat. Hein. Une LOI, c'est quoi? C'est un document dans lequel l'acquéreur il fait part au conditionnel avec tout un tas de points en suspens, de réserves, de peut-être acheter l'entreprise si ceci et si cela. C'est-à-dire que dans une LOI, il y a plein de portes de sortie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un acquéreur à qui on ne donne pas beaucoup d'informations, il est intéressé par le dossier. Il va faire une LOI avec tout un tas de points en suspens. Et le cédant signe la LOI. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a signé la LOI, généralement, on a une clause d'exclusivité. C'est-à-dire qu'on s'engage à ne pas discuter avec quelqu'un d'autre pendant une période qui va de 1 à 3 mois. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on a fait la LOI, là ensuite, l'idée, c'est de se laisser 1 à 3 mois pour déjà que l'acheteur potentiel puisse regarder, instruire un peu plus le dossier, commencer à regarder son financement, et puis pour qu'on aille jusqu'au protocole. D'accord? Donc, il faut cette phase d'exclusivité pendant laquelle, qui va sécuriser l'acheteur, pendant laquelle le cédant, lui, il va discuter avec personne d'autre. Bon. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on a signé une LOI, qu'on a donné 3 bouts d'informations à l'acheteur, lui, dès que la LOI est signée, il peut dire ah voilà, monsieur le cédant, moi je vous avais proposé 100, mais vous ne m'aviez pas dit que, je ne savais pas que, enfin bref. Donc maintenant, c'est plus 100 que je vous propose, c'est 75. Votre client, hors de question, les 75, il ne veut même pas en entendre parler. Il veut arrêter la discussion parce qu'on se rend compte qu'on a affaire à quelqu'un qui a signé très rapidement pour rentrer en exclu et ensuite pour pouvoir négocier. Qu'est-ce qui se passe? Votre client, il est scotché pendant 3 mois. Ça veut dire que pendant 3 mois, il va discuter avec personne d'autre. Et peut-être qu'il a laissé tomber des acheteurs potentiels qui étaient tout aussi intéressants, mais à un moment donné, il a fallu faire un choix. Il les a laissés tomber et il a signé avec celui qui ensuite va le scotcher pendant 3 mois. Donc voilà, donc là, il y a vraiment un équilibre à trouver entre je donne trop d'infos et j'en donne pas assez. Et pour moi, justement, là, le rôle du conseil, c'est de savoir dire à son client,
attendez, là, il ne faut peut-être pas trop en donner, il faut se calmer. Ou là, au contraire, c'est légitime, mais regardez, on va en donner, mais en même temps, en mettant pas de nom, en faisant comme ci et faisant comme ça, on va préserver la confidentialité. Donc, on arrive, petit 1, à préserver la confidentialité, mais petit 2, à fournir à l'acquéreur les informations dont il a besoin pour faire une proposition pertinente qui va ensuite se retrouver dans la lettre d'intention et sur laquelle, normalement, il n'a pas à revenir. Alors attention, moi quand je vous parle de lettre d'intention, je ne vous en parle pas sous l'angle juridique, mais je vous en parle en tant qu'outil de communication et de négociation entre un acheteur et un vendeur. Et en fait, là, le rôle de l'expert comptable, c'est quoi? C'est de s'assurer que la LOI, elle traduit fidèlement le résultat de la négo financière et négo extra-financière, comme on le verra. Donc, ça va être les articulations de prix, complément de prix, crédit vendeur, on en a parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Les éléments de référence pour la construction du prix. Parce qu'effectivement, un acheteur, il va dire, je vous propose tant, mais compte tenu de telle et telle information que vous m'avez communiquée et qui, normalement, doit continuer à être pérenne maintenant. Est-ce qu'on a parlé de clause d'ajustement de prix? Et puis, justement, là, comme on parle de définition, attention aux définitions. Dans les lettres d'intention, il y a des définitions, trésorerie, endettement, EBE, enfin bref, il y a souvent pas mal de définitions. Et donc, là, on va être là également pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans des définitions standards, mais dans des définitions qui tiennent compte du contexte de la négociation. Parce que peut-être que dans la négociation, on a dit que pour calculer la trésorerie, on allait peut-être exclure ceci ou cela. Que le BE, ça tiendrait peut-être compte d'un élément normé. Donc, là, on comprend tout de suite qu'on est quand même plus à l'aise pour faire des définitions crédibles, enfin qui tiennent compte du contexte de la négo, quand on a participé à la négo. Si on arrive après, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et puis toujours dans l'assistance à la négo, on disait tout à l'heure s'assurer que la LOI traduit le résultat de la négo sur les éléments financiers, mais également autres que financiers, les conditions suspensives, la GAP, la contre-garantie de la GAP. Alors, moi, souvent, ce que je préfère, c'est avoir des LOI où on ne rentre pas trop dans le détail, mais où on demande à l'acheteur d'annoncer la couleur sur comment il voit les choses en termes de GAP, le montant qu'il va souhaiter, et en contre-garantie de la GAP également, qu'est-ce qu'il souhaite. Sans rentrer dans les détails, parce que ça, c'est la phase, justement, c'est l'exclu pendant les 3 mois. On va discuter de la GAP, de la contre-garantie de la GAP et du protocole. Mais au moins, dans la LOI, tiens, monsieur l'acheteur, sans rentrer dans le détail du détail, la GAP, vous la voyez à quel montant, à quel pourcentage, et a priori, qu'est-ce que vous souhaiteriez en contre-garantie de la garantie d'actifs et de passifs. Et puis évidemment, on va discuter du calendrier. Voilà. Donc là, l'idée, c'est effectivement, on a négocié, mais tout ce qu'on s'est dit dans la négo, que c'est traduit fidèlement dans la lettre d'intention qui est proposée par l'acquéreur. Là, je passe très rapidement sur le protocole, la GAP et la contre-garantie de la GAP qu'on vient d'évoquer. L'idée, c'est d'aborder ces sujets de façon un petit peu générale dans la LOI et ensuite, effectivement, d'aller les détailler beaucoup plus dans le protocole. Et là, effectivement, c'est vrai que moi, je vois sur les dossiers, là, il y a l'avocat qui va monter un petit peu plus en puissance sur ces dossiers. Parce qu'à un moment donné, en tout cas, moi, c'est la façon dont je procède, ça devient assez technique juridique. Après, il y en a parmi vous qui peuvent avoir des services juridiques, donc qui vont être très, très à l'aise pour le faire. Mais en tout cas, plus on avance dans le process, plus après on a de la compétence juridique. Mais là où l'expert comptable est très bien placé, c'est aussi pour s'assurer que, là encore, dans le protocole, c'est bien ce qu'on s'est dit dans la négo et c'était bien l'esprit de ce qu'on avait dans la LOI. Alors ensuite, en termes de rémunération. Alors attention, ce que je vais annoncer là, c'est vraiment la rémunération que je vois, moi, des principaux acteurs du marché, quand ils font toute la prestation, l'éval, la recherche d'acquéreur, la négo, et voilà, pas juste un petit bout par-ci par-là, mais ils font le package entier. Donc généralement, il y a ce qu'on va appeler un retainer. Alors là, en fonction, voilà, ça peut être entre 0 et puis quelques milliers d'euros. Et puis après, c'est en fait
des prestations qui, la plupart du temps, sont facturées au success fee. J'ai fait quelque chose de très générique, ça se facture généralement aux alentours de 5% du prix de cession des titres. Ça peut être capé, c'est-à-dire que votre client peut vous dire, bon attendez, là 4 millions x 5%, ça fait 200, mais on va se mettre d'accord sur 100 ou 150. Et puis il peut y avoir des barèmes dégressifs, évidemment, qui sont possibles. Et bien souvent, en tout cas, il peut y avoir un traitement différencié de la trésorerie. Je m'explique. Si dans la valeur des titres, on a 2 millions de valeur d'entreprise et puis 1 million de trésorerie, peut-être que là, votre client, il va vous dire, bah tiens, Alexandre, là, autant le success fee, je peux le comprendre sur la valeur d'entreprise. Par contre, sur la trésor, 5%, ça me paraît beaucoup. Alors, ça paraît peut-être beaucoup, mais à un moment donné, ça fait quand même partie de la discussion. Hein. Les discussions sur la trésor, souvent, ça va n'en plus finir. Donc, voilà, bah, c'est de la négo après sur des honoraires, hein, tout simplement. Donc, voilà. Mais donc, ce que je mets là, c'est pas une rémunération pour un petit bout de la prestation, c'est une rémunération pour l'ensemble de la prestation. D'accord. Et je vous rappelle que les success fees sont maintenant autorisés. Et pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous avez vu que ce sont des missions pour lesquelles on a des modèles de lettres de mission, c'est-à-dire que toutes les phases qu'on a vues là, ce sont des étapes qui sont prévues dans une lettre de mission qui figure sur le site de l'ARP. Alors ensuite, ce n'était pas dans le plan de l'introduction, mais j'ai voulu rajouter ça à la fin parce que, en fait, pour passer à l'acte, alors, il n'y a aucune prétention de ma part, hein, mais voilà, il n'y a pas de prétention de ma part, mais je vois généralement, je connais bien les intermédiaires, je vois des experts comptables, comment ils se positionnent. En fait, nos points faibles, souvent, ça va être qu'on n'est pas forcément considéré comme légitime par les cédants pour les accompagner sur toutes ces phases. Mais ça, avec du marketing, avec de la com, en expliquant bien à nos clients, on peut le faire. On n'a pas forcément une organisation qui est orientée de transmission, parce que les missions de conseil, c'est des missions où quasiment, tiens, aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose, puis demain, après-demain, il faut se rendre disponible pour aller discuter avec l'acheteur et puis ses conseils. Bon. Par contre, nos gros points forts par rapport aux intermédiaires, c'est quoi? C'est ce que j'ai mis là, c'est le sourcing. Parce que les intermédiaires, eux, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils aillent les chercher, leurs dossiers. Et vos clients doivent vous le dire, souvent, ils sont assaillis d'emails, de courriers, parfois de phoning, où on leur dit, tiens, je peux vous trouver des acheteurs potentiels pour votre entreprise, passez par nous, on va, voilà. Donc, ils ont un gros boulot de sourcing à faire, les intermédiaires. Que nous, on n'a pas à faire. Parce que les clients, quand on discute avec eux ou quand on voit leur âge, on voit bien s'ils sont sur le point de céder ou s'ils ont un projet à court ou moyen terme. Donc, tout ce job que les intermédiaires ils font et qu'ils ont à faire, qui est un gros boulot pour eux, d'aller trouver des boîtes, des cédants, des gens qui vont bosser avec eux, nous, on n'a pas à le faire. Donc, ça, c'est un de nos très gros points forts. Et deuxième point fort qu'on a, pas que, mais en tout cas, c'est notre éthique. Parce que je ne détaillerai pas, on n'a pas le temps, mais il ne faut surtout pas généraliser, bien sûr. Mais je peux vous dire que moi, quand j'accompagne des acquéreurs et que j'ai en face de moi des intermédiaires, je peux vous dire que c'est un monde qui est très hétérogène, où on voit un peu de tout et parfois des comportements qui sont, mais je dirais pas limites, mais qui parfois sont limites. Et un expert comptable, ce n'est pas quelqu'un qui va embarquer son client n'importe où. Donc, on a une vraie éthique qui fait que nos clients vont nous faire confiance sur ce sujet. On a la capacité à trouver les dossiers. Après, ce qu'il faut, c'est à la fois s'organiser pour, c'est-à-dire que si le 22 du mois, je dois être là, le 23, je dois être là parce que j'ai un bilan, parce que j'ai une TVA, c'est certain que là, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut s'organiser en mode conseil, à se laisser de la disponibilité pour pouvoir aller sur les dossiers. Et il faut peut-être également se former. Moi, si je dois faire le parallèle, je connais quelques confrères
qui se forment ou qui se sont formés à la formation DAF externe. Pourquoi? Ils me disent, Alexandre, moi je vois on a dans nos clients des gens, on les accompagne, on fait un bon boulot, et puis par moment, ils vont aller se prendre un DAF externe pour faire ceci ou cela. Donc ils en ont marre qu'il y ait des prestataires externes qui arrivent, qui se positionnent chez leurs clients, mais les clients, ils appartiennent à personne, pour faire une mission qu'eux, ils se sentent extrêmement légitimes et c'est normal à faire. Donc, pour moi, DAF externe, c'est un peu comme transmission d'entreprise. Si on a envie d'y aller et qu'on se sent légitime, on y va. Et peut-être, comme pour DAF externe, peut-être qu'il peut manquer un petit peu de formation parce que, tiens, la négo, la LOI, la recherche d'acquéreurs, comment s'organiser, je me sens peut-être pas tout à fait à l'aise. Donc, ce que je vous ai mis, là, c'est des formations qui sont faites à l'Ast4F déjà pour l'évaluation et le diagnostic stratégique. Là, c'est les deux premières. Moi, je les ai trouvées vraiment super. Je les avais suivies, celles-là. Il y a la Performance Academy. Bon, pour moi, celle-là, elle est incontournable parce que ça permet non seulement d'analyser ce qu'il y a chez nos clients, mais nous, en même temps, de se mettre en mode conseil et d'aller vers des nouveaux métiers. Je me suis également permis de mettre celle-là, accompagner son client dans le process de pour tout ce qui est process de transmission, le rôle de l'expert comptable dans la phase opérationnelle de la transmission de PME TPE. Là, c'est votre serviteur du jour, c'est-à-dire moi qui l'anime à la SFOREF, ça a lieu fin novembre. Voilà, donc on est un peu moins à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait? On se forme. Mais moi, je pense que, et c'est un peu comme DAF externe, pour passer à l'acte, la plupart des experts comptables, il leur manque très peu de choses. Donc pour moi, pour passer à l'acte, il faut se former. Et puis, il faut aussi s'informer. Il y a des sites, vous voyez, je parle de la chambre de commerce, je parle du CRA, il y a Transfert, là, il y a le comité de transmission, ils sont présents à Transfert. Moi aussi, j'anime, et ça sera en vidéo en novembre, deux sessions sur Transfert. Donc, la chambre de commerce, le CRA, ils animent régulièrement des conférences en présentiel, des webinaires. Ça permet de se rendre compte un peu de l'état du marché. Qui fait quoi, comment ça se passe. Il y a un magazine qui s'appelle Reprendre et transmettre, donc il y a le magazine en lui-même, et ils organisent là aussi des webinaires sur le Tour de France de la transmission d'entreprise. Donc, ça ne donnera pas d'éléments techniques, tout ce que je suis en train de mettre là, mais ça permet de connaître le marché, comment ça se passe, qui sont les acteurs du marché. Et ce qui est pour moi extrêmement important en termes de positionnement, parce que le client a besoin de voir que on connaît le marché. Voilà. Alors, pour moi, la présentation est terminée. S'il y a des questions, je suis désolé, je ne les vois pas qui s'affichent. J'essayais de les trouver tout à l'heure, mais je ne vois pas de questions qui s'affichent. Donc, s'il y a des questions, malheureusement, je ne peux pas y répondre, à moins que Frédéric qui prend, je ne sais pas s'il faut dire l'antenne, la ligne, ou voilà, en a, et qui peut me les repasser ensuite. Mais voilà, donc je suis désolé. Donc, le support vous sera envoyé. Et s'il y a des questions et qu'on peut me les transmettre, je peux y répondre très volontiers, bien sûr. Voilà, le sujet a été posé sur le chat. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. On a pu voir que ça avait tenu en haleine entre 85 et 90 personnes pendant les confrères pendant toute cette présentation. Donc montre que c'était vraiment intéressant. La question a été posée par chat. Juste une petite précision, je crois que certains d'entre vous ont eu quelques soucis pour entendre Alexandre. On a même reçu des mails de l'application qui nous disaient on est vraiment désolé, ça capouille un peu, etc. Donc voilà, rassurez-vous, vous allez avoir la présentation à la fois en document PDF envoyé par Alexandre et puis également tout a été filmé, donc on va bien s'arranger pour que vous ayez l'intégralité de la substantifique présentation d'Alexandre à la fois en visio et en son et en visuel sur les mails. Donc, je relance peut-être sur les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, vous pouvez peut-être les mettre dans le module chat. Vous avez dû voir, j'ai dû laisser un message il y a quelques minutes. S'il y a des sujets particuliers. Si vous n'en avez pas, il est toujours possible
de nous contacter au comité de transmission à l'ordre, et s'il y a des sujets particuliers, des points spécifiques ou des demandes sur lesquelles d'ailleurs vous souhaiteriez qu'on puisse faire un webinaire ou une matinale transmission, il ne faut surtout pas hésiter. Pas de sujet particulier? C'est que tout était tellement clair, Alexandre, que on va maintenant appliquer ça dans nos missions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette matinale. Encore une fois, s'il y a d'autres questions ou des sujets qui redeviendraient abscons le cas échéant plus tard, n'hésitez pas à les transmettre à l'ordre, bien évidemment. Et je vous rappelle les événements futurs. Il y a une matinale transfert demain matin à 9 h sur transfert.pro sur la démarche pour sécuriser un projet de transmission compte tenu du contexte présent. Et puis la semaine transfert à partir du 16 novembre, et n'hésitez pas à suivre les masterclass et à vous inscrire. Là aussi, il y a beaucoup d'infos, beaucoup de documentation qui est transmise, et surtout beaucoup d'expériences, un peu comme celle d'Alexandre ce matin, qui nous enrichit bien évidemment. Voilà, bien écoutez, on va se souhaiter à tous une bonne journée. Merci et bonne journée. Au revoir. Merci bien. Merci beaucoup, Alexandre. À très bientôt. Merci, au revoir.